Alors, je viens de lancer la VOD du Tech Talk, comme d'habitude, le live. Vous pouvez dire bonjour à YouTube et ceux qui regarderont en différé, pendant que moi je vais vous parler un petit peu des news qu'on va aborder cette semaine. On va parler jeux vidéo au début, avec quelques news sur Bethesda et Ubisoft. On va parler ensuite de Anthem, très légèrement. On va parler de Nvidia et de la prochaine GTX 1650 qui va sortir très prochainement. On va continuer sur les cartes graphiques avec Navi 10, Navi 12, potentiellement Navi 20, des rumeurs sur AMD, grosso modo. Ensuite, on va retourner un petit peu sur du jeu vidéo. Des petites news qui ont été données lundi, je pense que c'était le 28, c'était peut-être pas lundi, mais c'était le 28 mars, donc c'était jeudi, lors de la PAX East qui avait lieu ce week-end et qui a encore lieu aujourd'hui, notamment sur Borderlands. Et oui, on va ensuite parler Nintendo Switch, un petit peu Intel, voilà, et ensuite on va parler Apple, pour changer, on va parler d'Apple à la fin. Voilà. Bon. Salut les Minecraftiens. Bon. Allez. Alors. Commençons ce petit Tech Talk des familles. À commencer par une news qui concerne Bethesda, The Elder Scrolls 6 et Starfield. Deux jeux qui ont été annoncés l'année dernière lors de l'E3. Annoncés, c'est des grands mots. Starfield a été un petit peu plus montré. Il y avait une première cinématique un petit peu plus longue, etc. Mais c'était quand même extrêmement léger. Et pour The Elder Scrolls 6, c'était encore plus léger parce que c'était vraiment juste un paysage avec une caméra qui avance, une musique qui rappelle la série des Elder Scrolls et avec le titre. Voilà, c'était tout. C'était vraiment, je pense qu'on pouvait pas faire plus minimaliste et plus... on pouvait pas donner moins d'infos, quoi. C'était c'était le minimum syndical qu'ils pouvaient faire. Donc, ces jeux ne seront pas présentés à l'E3 2019. Ou en tout cas, on n'en entendra pas reparler à l'E3 2019. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les attendent. Et il semblerait que lors de l'E3, on n'en entende pas parler. Donc, Bethesda était très présent lors de la PAX, justement, East, qui s'est tenue ce week-end, qui a commencé jeudi, etc., avec The Elder Scrolls Online, avec des annonces sur Rage 2, etc., qui va sortir très prochainement, Rage 2, et tout. On s'était dit, ok, peut-être qu'ils vont reparler de Starfield, de Elder Scrolls 6, mais apparemment, niet, aucun mot là-dessus, et donc ce qui nous laisse à penser que on n'aura pas de news sur ces deux jeux lors de l'E3 2019, et qu'on va encore devoir attendre un peu plus pour avoir de l'actu sur ces jeux, et pour savoir ce qu'il en est. En même temps, je les attends pas de sitôt. Starfield devrait arriver avant The Elder Scrolls 6, et Starfield devrait arriver, je pense, d'ici 2 ans, 1 an, 2 ans, sûrement 2 ans, pour le 6e opus des vieux parchemins. Ça sera encore après, quoi. Donc on parle d'ici 2-3 ans minimum. Par contre, ce qu'on sait, petite news assez intéressante, assez drôle, ceci dit, qui a fait surface, je pense, il y a 2-3 jours, c'est que une youtubeuse du nom de Shirley Curry, donc qui est une youtubeuse, je pense, je sais pas si elle est américaine, britannique, en tout cas c'est une youtubeuse anglophone, qui a une chaîne YouTube du nom de Skyrim Granny, autrement traduit par Skyrim grand-mère, ou grand-mère Skyrim, plutôt, ça aurait plus de sens, qui est du coup une personne de 82 ans, qui s'est pris d'amour pour le jeu Skyrim, et qui depuis fait des vidéos sur le jeu Skyrim, qui est plutôt populaire, qui a une bonne grosse audience anglophone. Je pense qu'elle a au-dessus de 100 000 abonnés, voire même un peu plus. À mon avis, elle est au-dessus même des 200-300 000. Elle est quand même assez connue, la communauté gaming, parce que c'est assez inhabituel de voir quelqu'un de 82 ans qui joue à Skyrim, et vraiment, elle joue au jeu, c'est fou, quoi. C'est assez fou. Eh bien, il semblerait que Bethesda ait décidé de l'intégrer en tant que personnage, donc NPC, donc Non-Playable Character, donc personnage non jouable, hein, un PNJ, dans The Elder Scrolls 6. Voilà. Donc en gros, elle a eu des rendez-vous avec Bethesda, et ils ont utilisé notamment du motion capture, etc., pour capturer son visage
et la modéliser en 3D. Donc elle a été dans les studios pour faire des séances de motion capture et je pense, je sais pas si c'est de la photogrammétrie ou un autre truc comme ça, mais du coup elle y a été pour faire scanner son visage, et elle sera en tant que PNJ dans The Elder Scrolls 6. Et je trouvais ça très très drôle. Voilà. C'est assez marrant comme news. Au final, les mecs sont quand même assez cool, quoi. Je veux dire, la fille a 80... La fille... Elle a 500K abonnés. Voilà, je me disais qu'elle était quand même assez connue, quoi. Donc, 82 ans, elle joue aux jeux vidéo à Skyrim, elle joue quasiment que à ça, ou en tout cas, elle s'est démarquée pour avoir une énorme série de vidéos sur Skyrim, et Bethesda a reconnu son énorme talent et a voulu lui rendre hommage, et je trouve que, moi, je tenais à souligner ce petit move de la part de Bethesda. Ensuite, on va commencer à parler d'Ubisoft et de Anno 1800, un jeu que je sais pas si Anno intéresse beaucoup d'entre vous, c'est une très vieille série de jeux vidéo qui date d'il y a 10, 15, 20 ans. Anno 1404, Anno 1702, Anno etc. 2038 qui sont sortis et tout. Beaucoup d'opus d'Anno, j'ai des jeux que j'aimais beaucoup. J'ai joué notamment à 1404 et à 1700, qui étaient pour moi les 2 meilleurs jeux Anno qui avaient été faits. 2038, j'ai beaucoup moins accroché, etc. Bref, un nouvel Anno qui était annoncé, qui est sorti, Anno 1800. Et à la base, il était dispo sur Uplay, sur Steam, et je pense sur l'Epic Store également. Ouais, il était disponible sur ces 3 plateformes, jusque-là tout va bien. Et bien il semblerait que, encore une fois, Epic Games, avec l'Epic Store, décide de rafler les jeux et prendre des exclusivités pour les ramener chez lui en soudoyant les développeurs et les studios de jeux vidéo à base de gros chèques. Hein. Parce que, faut se dire, Ubisoft va pas mettre Anno 1800 sur l'Epic Game Store parce que ils aiment ça et parce que ça les arrange, parce qu'ils vont toucher plus de monde. Non, c'est parce que Epic Games a fait un énorme chèque à Ubisoft en disant « Bonjour, on achète l'exclusivité pour 1 an ». Parce que grosso modo, les exclusivités sur l'Epic Game Store sont des exclusivités dans le temps qui sont généralement de 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que Epic Games achète l'exclusivité pour un temps, pour une durée limitée, et après ça, les jeux sont disponibles sur Steam, par exemple. Pour l'instant, le jeu était toujours en précommande sur Steam. Je pense qu'il est encore en précommande sur Steam, et que si vous l'achetez sur Steam, les précommandes seront bien évidemment honorées, et vous aurez le jeu sur l'Epic Game Store. Et en gros, le jeu se lance milieu du mois d'avril, et que vous pouvez le précommander jusqu'à cette date-là, jusqu'à la date de lancement sur Steam. Voilà. C'est une pratique que je jugerais de pas vraiment éthique, un petit peu controversée. C'est le genre de truc qu'on n'a pas envie d'avoir sur PC. Les exclusivités, c'est le genre de truc qu'on n'a pas envie d'avoir sur PC, parce que le PC, c'est une plateforme à part entière. Il y a des exclusivités sur console, ça se comprend. Sony fait sa console, Microsoft fait sa console, 2 plateformes différentes, ils essaient d'avoir des exclusivités de chaque côté. On a aussi des exclusivités sur la plateforme PC. Si en plus, à l'intérieur d'une même plateforme, on se met à avoir des exclusivités en fonction des magasins que tu utilises et des plateformes d'achat, ça devient l'enfer. C'est pas ça le gaming sur PC, c'est pas ça du tout. Voilà. C'est pas ça qu'on veut. Donc voilà. C'est un petit peu chiant. Alors, ils ont déjà pris The Division 2, Metro Exodus. Ils vont prendre également le futur jeu qui aura le ray tracing qui s'appelle Control. Et aussi The Outer World, qui est un action RPG qui avait été annoncé, je pense, à l'E3, etc., qui est un jeu qui est très attendu. Bam! Epic Games l'a ramené sur son store en exclusivité. Je trouve ça absolument dégueulasse comme pratique. Et en plus, le pire, c'est Tom Sweeney, le CEO d'Epic Games, qui est en mode genre « Oh, mais les exclusivités, c'est bien pour la compétition, pour le marché du jeu sur PC, les consommateurs comprennent rien, etc. » Epic Games crée aucune compétition à Steam en faisant ça, à l'heure actuelle. Il crée aucune compétition à Steam.
C'est le truc que Epic Games comprend pas. Genre, ils ont dit il y a pas longtemps, ils ont fait un sondage, 68, je pense que c'est 40% des utilisateurs de l'Epic Game Store n'ont pas Steam. C'est énorme. C'est énorme. Vous savez pourquoi? Parce que 60%, donc 40% de ces gens-là, du coup 60% des gens qui ont l'Epic Game Store ont Steam, et ont l'Epic Game Store parce que bah, ça les fait chier et ils veulent jouer aux jeux qui sont en exclusivité sur l'Epic Game Store. C'est que 40% de ces gens qui n'ont pas Steam ont juste l'Epic Game Store parce qu'ils ne jouent qu'à Fortnite. C'est tout. C'est tout. Voilà. Tout gamer qui se respecte, grosso modo, est obligé d'avoir Steam. À Steam. Tu peux pas avoir juste l'Epic Game Store. Si t'as que l'Epic Game Store et que t'as pas Steam, c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part tu t'es trompé, ou alors t'es juste un joueur Fortnite et c'est quasiment le seul jeu auquel tu joues. Voilà. Vous êtes des enfants, enfin c'est des enfants, ils ont juste Fortnite, ils jouent juste à Fortnite. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que l'Epic Game Store, quelque part, fait pas de concurrence à Steam. Pour l'instant, il n'arrive pas à faire de concurrence à Steam. Il manque tellement de fonctionnalités qu'il peut pas faire de concurrence à Steam. Il achète des exclusivités, c'est pas comme ça que tu fais de la concurrence. Là, c'est comme si t'essayes d'acheter les gens pour qu'ils viennent sur ton store. Et globalement, c'est ce qui se passe. T'achètes des jeux pour qu'ils soient seulement sur ton store, pour espérer ramener des gens sur ton store, pour gagner de l'argent. Pour qu'ils achètent via ton store et que tu gagnes de l'argent. Alors que tu devrais avoir une plateforme d'achat et un launcher qui ramène des gens parce qu'il est bien, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes, pas parce que tu as des jeux qui ne sont que sur ton magasin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'à la limite, tu vois, que le jeu soit en exclusivité limitée pendant 1 an sur l'Epic Game Store, je vais y jouer, je vais faire ok, bah tant pis, je vais attendre 1 an, j'achèterai sur Steam. Voilà. Parce que pour l'instant, j'ai aucune raison d'aller vers l'Epic Game Store et d'avoir plein de jeux sur l'Epic Game Store parce qu'il n'y a aucune fonctionnalité qui m'intéresse d'un point de vue utilisateur, consommateur et joueur sur l'Epic Game Store. Aucun achievement, les listes d'amis c'est de la merde. Il y a toute une liste. Il y a même un mec qui s'est amusé à faire une liste de fonctionnalités entre Steam et l'Epic Game Store. C'est hallucinant le nombre de fonctionnalités qui manquent à l'Epic Game Store. Honnêtement, qui se sert des fonctionnalités Steam? Est-ce que tu t'es déjà servi des forums de review sur Steam? Juste des reviews sur les jeux. Ça, il n'y a pas sur l'Epic Game Store. Il n'y avait pas de barre de recherche dans leur magasin. Qui ne met pas de barre de recherche sur un magasin en ligne? Maintenant, elle y est, mais à la base, elle n'y était pas. Pas d'avis d'utilisateur, pas de marché, pas de gestion d'inventaire, pas d'achievement, pas de gestion des mods, pas de... Alors, un autre truc important, il n'y a même pas la double authentification sur l'Epic Game Store. Donc, d'un point de vue sécurité, c'est de la merde. Si tu rentres ta carte de crédit sur l'Epic Game Store, sois prudent. Parce qu'il n'y a aucune double authentification. Donc, se faire voler un mot de passe avec son compte Epic, c'est beaucoup plus simple que sur Steam. Voilà, pas de workshop. Il manque une liste innombrable de fonctionnalités sur l'Epic Game Store. Plein de trucs au final qui sont naturels dans Steam, qui sont là, qu'on se rend même pas compte qu'on utilise, alors que c'est des fonctionnalités au final que Steam a mis en place. Et l'Epic Game Store a été lancé, genre ils ont été rushés pour le lancer, ils ont sorti un produit qui était un brouillon d'une plateforme d'achat. C'est clairement pas un produit fini. Je veux dire, en 2019, tu peux pas sortir un truc comme ça et dire c'est un produit fini, vu le nombre de trucs qui manquent, incalculables, qui sont dans tous les autres launchers du monde. Je veux dire, Uplay a pas toutes les fonctionnalités de Steam, mais on a aussi beaucoup plus que l'Epic Game Store. Il y a la double authentification sur l'Epic Game Store. Pas quand il était sorti. Je suis désolé, pas quand il était... Bon, attendez, je vais aller voir tout de suite. Quand il était sorti, la double authentification, tu faisais une croix dessus. Elle n'existait absolument pas. Et aussi l'Epic Game Store, il y a des controverses comme quoi c'est un petit peu un spyware chinois, dans le sens où la société Epic Games est détenue à 40% par Tencent, donc Tencent qui est une des plus grosses entreprises en Chine,
qui a beaucoup de choses d'un point de vue de l'industrie du jeu vidéo et d'autres choses, etc., communication et tout. Je pense qu'ils ont environ 30 à 40% de Epic Games, même si Epic Games, du coup, la majorité reste à Tim Sweeney et du coup au board américain. Mais du coup, il y a beaucoup de trucs qui sont faits par l'Epic Game Store qui cherchent dans ton PC des informations. Ça envoie ta configuration à Epic Games, sans te demander ton avis. Ça envoie ton modèle de GPU, de CPU, d'écran, de RAM, tes disques durs, toute ta config, ça l'envoie à Epic Games. Ça fouille dans des fichiers, etc., etc., etc. Bref, que sur le site. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Ah bah c'est bien, super. Hein. Super. Super, avoir la double authentification seulement sur le site, c'est génial. Pas intégré au launcher, c'est beau tout ça. Vraiment beau. Bon, donc voilà. Bon, c'est fini, j'arrête de chier sur l'Epic Game Store, mais je trouve qu'ils ont des pratiques qui sont vraiment borderline, qui savent vraiment pas s'y prendre. Genre d'un point de vue marketing, c'est un enfer, et je pense qu'ils ont pas compris en tout cas, ils ont pas compris ce que les consommateurs voulaient, ils ont pas compris comment faire de la concurrence à un système qui est déjà en place. Je veux dire, c'est pas en lançant un système avec 3 fonctionnalités que tu peux faire de la concurrence à un système qui en a 60, ça marche pas comme ça. Genre, je comprends que Fortnite baisse en popularité, qui du coup baisse en revenus. Je veux dire, Epic Games a offert le Battle Pass sur Fortnite à tout le monde. Ils sont en dèche. Fortnite baisse en popularité. Je veux dire, c'est pourquoi offrir le Battle Pass à tout le monde? Parce qu'ils veulent ramener des gens. Exactement. Ils sont obligés pour survivre face à Steam. Non! Uplay survit face à Steam. Origin survit face à Steam, etc. Il y a plein d'autres trucs qui survivent face à Steam. GOG survit face à Steam. GOG, ils ont un concept, leur truc marche, ça survit face à Steam. Si tu prends le temps de développer, tu prends 6 mois de plus pour développer un truc beaucoup mieux, avec beaucoup plus travaillé, etc., qui fonctionne bien, ils pourraient concurrencer Steam. À l'heure actuelle, ils peuvent pas. Faut pas oublier qu'ils reversent plus d'argent que Steam aux devs. Oui, c'est sûr, et c'est bien, ça c'est bien. C'est bien, mais je suis désolé. Moi, je vais pas aller acheter un jeu sur l'Epic Game Store à cause de ça. Je veux bien, ok, mais genre, j'ai pas envie d'aller utiliser l'Epic Game Store, c'est juste ça, en fait, le problème. Je veux bien qu'ils reversent plus aux devs, mais j'ai pas envie d'aller acheter un jeu sur l'Epic Game Store juste parce qu'ils reversent plus aux devs. Alors, c'est peut-être égoïste. Tu dis, ouais, mais les devs, ils en ont besoin. Oui. Sauf que l'Epic Game Store fait ça vraiment, vraiment mal. Ils font ça vraiment mal. Surtout qu'Origin, c'est quand même le pire launcher. Oui, à la base, Origin, c'était le pire launcher, mais je pense que maintenant, ils ont fait pire. Je trouve que tu n'es pas très objectif. Bah, alors, on va rester objectif. D'un point de vue fonctionnalité, à la sortie, l'Epic Game Store était un brouillon. Quasiment rien par rapport à tous les autres launchers qui sont sortis. Tu peux pas sortir un truc comme ça en 2019 et espérer quelque chose. Déjà. Ensuite, ils apportent des pratiques qui ne se sont jamais vues et qui sont de la merde au niveau du gaming sur PC. À savoir, acheter des exclusivités par plateforme de lancement. Ça s'est jamais fait. Personne ne s'était dit « On va faire ça, c'est une super bonne idée, parce que c'est de la merde ». Et je suis désolé, là, il n'y a pas besoin d'être objectif pour s'en rendre compte. Voilà. Anno va quand même être sur Uplay. Oui. Heureusement. Mais sinon, ça serait improbable. Et en plus, Epic, c'est les devs d'Unreal Engine, ils ont largement quoi vivre. Effectivement, parce que leurs moteurs sont utilisés quasiment dans 60% des jeux qui se font à l'heure actuelle. Les autres 40%... Enfin, allez, 40% des jeux qui se font à l'heure actuelle, 30% c'est Unity, 10% c'est CryEngine, et le reste, c'est des moteurs maison faits par les boîtes. Genre Ubisoft n'a que des moteurs maison. Ils n'utilisent pas... c'est basé sur l'Unreal Engine, je pense, certains de leurs moteurs quand même.
Steam, à sa sortie, n'était qu'une pâle copie de lui-même en 14 ans, il s'est imposé car il avait le monopole. Oui, sauf que Steam, il est sorti il y a 14 ans. Il y a 14 ans, t'avais pas besoin d'avoir toutes les fonctionnalités que t'as à l'heure actuelle. Je veux dire, les trucs qu'ils ont sortis il y a 14 ans étaient bons, suffisamment bons pour attirer du public il y a 14 ans. Là, en 2019, un launcher sort, une plateforme d'achat sort, bah tu peux pas sortir la même chose qu'un truc qui a... Enfin, tu peux pas sortir la même chose qu'un logiciel d'il y a 14 ans. Genre, il faut se placer par rapport aux attentes des gens en 2019 et de ce que les consommateurs ont l'habitude d'utiliser en 2019. Tu peux pas sortir un truc sans tout ça et t'attendre à ramener des gens sur ton magasin, tu vois. Il y a beaucoup plus que 14 ans, ouais, en plus je pense que il y a plus que 14 ans. Si on va par là, les consoles qui te font payer pour accéder aux online tout en faisant payer les jeux bien plus chers que sur PC dans le genre arnaque, on est bien aussi, effectivement. Ça aussi, c'est un peu de la merde. Vous comprenez le principe? C'est, je veux dire, on est en 2019, tu peux pas sortir un produit qui est une vieille copie cheap de ce qui se fait à l'heure actuelle. Bref. Je sais pas si ça sera dans la VOD. Je vais peut-être couper parce que c'était quand même un petit peu long. On va continuer tranquillement, voilà. On va passer sur une autre news qui concerne Anthem. On clôt la phase Epic Game Store et Epic Games. J'ai dit ce que j'en pensais. J'attends bien évidemment vos arguments pour, si jamais vous en avez dans les commentaires, etc. pour ceux qui regardent en VOD. Parce qu'en fait, je pense que je vais le laisser dans la VOD. J'attends vos arguments pour défendre l'Epic Game Store. Expliquez-moi ce qu'il y a de bien dans l'Epic Game Store. Je suis ouvert à l'entendre. Par contre, si vos arguments se résument à « ils reversent plus aux développeurs » et ça va concurrencer Steam, vous pouvez les dire, mais je veux dire, je le sais déjà. Je sais déjà que, ok, ils reversent plus aux développeurs, c'est un excellent argument. C'est peut-être un des plus gros arguments qu'ils ont. Aussi, le fait qu'ils offrent des jeux gratuits tous les mois, genre il y a 2 jeux gratuits par mois auxquels vous pouvez jouer pendant le mois, ce qui est aussi un autre argument, et ils devraient d'ailleurs mettre l'emphase là-dessus, et faire plus de com là-dessus, parce que c'est un des points forts du store. Mais voilà, et si vous me dites oui, mais ça va concurrencer Steam, bah à l'heure actuelle, pour l'instant, concurrence, on est comme ça quoi, 0. Hein. Bon, Nvidia, le DLSS, Anthem. Anthem avait dit, il y a un petit moment, il sera possible qu'on intègre le DLSS sur notre jeu, par contre le ray tracing certainement pas, et effectivement le DLSS a été intégré à Anthem. Le jeu reste discutable, on n'est pas là pour discuter de la qualité du jeu. J'ai Anthem, j'ai joué, je suis un peu déçu, pour l'instant j'y joue plus, j'ai passé 15 heures dessus, 15-20 heures, voire même peut-être un petit peu moins, et pour l'instant le jeu est cassé au niveau du loot, etc. Bref, les devs font un petit peu n'importe quoi, ils n'arrivent pas à faire un jeu, un looter-shooter qui ait du sens au niveau des mécaniques de loot et de drop d'armes. Donc pour l'instant, j'attends un petit peu avant de le relancer. Voilà, histoire qu'ils fixent tout ça et qu'ils comprennent comment ça marche. Voilà. Mais en attendant, ils ont ajouté le DLSS. Et il n'y a pas à dire, niveau performance, ça fait le taf. En 4K, on gagne quasiment 40% de performance en activant le DLSS. On perd peu en qualité graphique parce qu'ils comparent ça notamment avec la 4K avec un anti-aliasing qui est le TAA, Temporal Anti-Aliasing, et quand on active le DLSS, au niveau de la qualité graphique, ça reste un petit peu près pareil que la 4K avec un anti-aliasing temporel. Donc le TAA. Par contre, du coup, eh ben, tu passes de 52 FPS à 70, quoi, avec une RTX 2080 Ti, et limite, avec une RTX 2080, t'atteins les 60 FPS en 4K, en ultra. Ce qui est quand même pas dégueu. Bon. Bien évidemment, ça va sûrement être un truc qui va être amélioré au fur et à mesure des updates. Également, la qualité visuelle qui, on va dire, est un petit peu en deçà pour l'instant, va aussi être améliorée au fur et à mesure des updates. Sur Metro Exodus, la première version du DLSS avait une qualité visuelle qui était inférieure, clairement. Ça se voyait quand tu activais le DLSS. Alors qu'après, ils ont refait une deuxième update, une deuxième mise à jour du service et de la fonctionnalité, et la qualité visuelle a été grandement augmentée. Et on se rapprochait bien plus du jeu sans DLSS.
Voilà, voilà. Quid du DLSS en 1080p? Alors, il faut savoir que je sais pas si le DLSS en 1080p a été testé, parce que pour l'instant, c'est le seul graphique qu'on a, et je ne pense pas que le DLSS en 1080p ait été testé pour l'instant. Mais j'espère qu'il est disponible, et je pense qu'il augmente aussi un petit peu les perfs. Bon, on va continuer avec Nvidia, encore une fois, qui va sortir la prochaine GTX 1650, sortie prévue le 22 avril, voilà, avec un prix, laissez-moi vous dire ça tout de suite, de 150 $ US. Voilà, voilà, voilà. Ce qui va se traduire par on va dire un prix qui va être entre 150 et 170 €, à mon avis. Quelque chose comme ça. Et une carte qu'on attend au tournant, puisqu'elle semble qu'elle va être plus rapide que la Radeon RX 570, avec laquelle elle vient directement compétitionner. Bon, en tout cas, entre en compétition directement avec cette carte, parce que compétitionner, je ne pense pas que ça se dise en français. On a une carte qui a 4 Go de GDDR5, donc on est sur de la RAM, enfin plutôt de la VRAM, qui est un petit peu vieille. Pas vieille, mais c'est pas de la GDDR5X, c'est pas de la GDDR6, c'est l'ancienne génération, c'est la même qu'on retrouve sur les 1060, etc. 4 Go avec un bus de 128 bits, qui offre du coup une bande passante de 112 GB par seconde. On ne sait pas également encore combien on aura de CUDA cœur, entre 896 et 1000, on ne sait pas exactement les fréquences, on sait que grosso modo, le TDP sera certainement de seulement 75 watts, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas besoin de connecteur d'alimentation PCI pour utiliser la carte. En gros, vous connectez la carte sur le connecteur PCI Express sur votre carte mère, et elle sera alimentée directement par le connecteur PCI Express de la carte mère, puisque celui-ci peut fournir jusqu'à 75 watts, justement, de puissance à une carte graphique. Et apparemment, du coup, on a un premier aperçu des performances avec un benchmark sur Final Fantasy XV en 1080p, où la GTX 1650 était un tout petit peu au-dessus de la RX 570, à quoi 80 points près, c'est 5% de performance en plus, grosso modo, 10%, 10, ouais, non, 10%, 38, 10%, ça fait 3800. 10%, ça fait quand même 380. Ouais, non. Plus 3-4% de performance en plus. Par contre, elle va être un tout petit peu plus chère, puisque la RX 570 coûte 130 $ et la 1650 est attendue à 150, donc 20 $ de plus. À voir comment elle se place sur d'autres jeux également. Parce que là, on a juste un premier benchmark qui annonce qu'elle va être un tout petit peu plus puissante. Mais on va voir sur d'autres jeux. Et effectivement, elle est un petit peu moins puissante qu'une GTX 1060. Quasiment, il y a à peu près le même écart entre la RX 570 et la 1650 qu'entre la 1650 et la 1060. À voir sur les prochains benchmarks. Bon. En attendant, on va également continuer avec une autre news qui concerne Nvidia. Et les baisses des cartes RTX. Voilà. Apparemment, ça a été repéré sur un site anglais, donc ça s'appelle Overclocker UK, qui est un site de vente en Angleterre, qui a listé du coup des baisses de prix sur toutes les RTX, ou presque, grosso modo. Et des baisses de prix qui vont de 30 $, ou plutôt 30 livres à 50 livres, ce qui se traduit par 30-40 € à 60-70 €. Donc, les RTX 2060, on peut en trouver à l'heure actuelle à 300 livres, alors qu'avant, ce modèle-là, par exemple, la Asus GeForce Phoenix était listé à 330 livres, donc quand même une baisse de 30 livres, ce qui n'est pas négligeable. 20 livres pour une version de chez Palit. On a des baisses également sur les 2070, de 30 à 40 livres, voilà, notamment c'est des modèles de chez EVGA qui baissent de 50 livres même pour la EVGA RTX 2070 XC, ou voilà, et des baisses également sur les 2080,
Là, des baisses de pareil, 60 livres pour la MSI RTX 2080 Ventus. Et des micro-baisses sur les RTX 2080 Ti. Sauf sur les modèles les plus chers, qui baissent de presque 100 € ou 100 livres. Donc, quand même, une baisse de prix plutôt bienvenue. À voir si ça se ressent sur les sites français. À voir si on va profiter également de cette baisse des prix. Il y a également un bundle qui vient avec toutes les nouvelles RTX qui sont plutôt intéressants à voir. On gagne quand même 3 jeux récents. Nvidia a essayé de se caler un petit peu sur le modèle d'AMD avec les bundles quand AMD proposait Resident Evil 2, The Division 2 et Devil May Cry 5, qui étaient quand même 3 jeux hyper récents qui à eux seuls valaient 150 balles pour l'achat d'une n'importe quelle RX 580, 590, etc. Là, Nvidia offre Battlefield 5, Anthem et Metro Exodus. Anthem, je vous ai dit, c'est pas forcément le meilleur jeu du jeu, mais Battlefield 5 est quand même très bon, surtout avec le nouveau mode Firestorm qui vient de sortir, qui est plutôt intéressant. Et Metro Exodus, je vous invite à regarder la vidéo de Jean-Baptiste Chaud pour vous faire un avis là-dessus, mais un jeu qui est plutôt très bon. Voilà. Donc, une bonne chose de la part d'Nvidia d'offrir à peu près 130-140 € de jeu en plus avec tout achat d'une RTX, et en plus avec la baisse des prix, ça peut être plutôt pas mal. Bon, on va passer sur la grosse news, qui est plutôt une rumeur. C'est genre le genre de news et d'actu qui sortent d'un grenier, qui c'est ouais, c'est un mec qui m'a dit que tel mec m'a dit que tel mec m'a dit ça. C'est à peu près ce truc-là, donc on est quand même sur une grosse rumeur. À prendre avec des pincettes, il se peut qu'on soit dans le vrai, il se peut qu'on soit dans le faux, on n'a pas beaucoup de news là-dessus, mais grosso modo, c'est le fait que Navi, donc la prochaine génération de cartes graphiques de chez AMD, nom de code Navi, va sortir une version très haut de gamme qui sera Navi 20 et qui aura très certainement le support pour le ray tracing, en gros qui supportera le ray tracing. Et qui sera potentiellement d'ailleurs plus rapide qu'une RTX 2080 Ti. Et comme je dis, tout ça c'est à nuancer, à prendre avec des pincettes. Alors, il faut savoir que Navi, les prochains GPU de chez AMD, on les attend de base pour fin 2019, ou en tout cas courant 2019, avec la première itération de ces cartes graphiques et de ce chipset, qui sera Navi 10 et Navi 12. Navi 12 pour le milieu de gamme, entrée de gamme, et Navi 10 pour le haut de gamme. Voilà. Navi 20, quant à lui, qui est la carte qui pourrait vraiment être le très très haut de gamme avec le ray tracing, etc., pourrait n'arriver qu'en 2020. Donc on parle vraiment sur une rumeur dans le futur. Vraiment une très grosse rumeur. Ce dont on est sûr, c'est la sortie pour 2019 de cartes graphiques qui vont utiliser les chipsets Navi 10 et Navi 12 pour du potentiellement milieu de gamme, entrée haut de gamme. Des cartes qui vont certainement rivaliser avec les 2060, les RTX 2070, peut-être les RTX 2080 et encore même pas sûr, mais qui vont venir remplacer toutes les RX 580, RX 590, enfin remplacer entre guillemets, et également surtout remplacer la RX Vega 56 et la RX Vega 64. Ça c'est l'objectif de Navi 10, c'est le remplacement de Vega 56 et Vega 64 qui sont quand même sortis il y a plus d'1 an et demi. Voilà. Donc ça va bien évidemment être gravé en 7 nanomètres. Et c'est des cartes qui font suite à l'architecture Vega en 7 nanomètres qui sort actuellement. Là où les rumeurs vont bon train, c'est concernant justement cette puce Navi 20 qui serait prévue pour 2020. On s'attend à ce que AMD propose le support du ray tracing et introduise grosso modo leur propre version du RTX, si on veut bien. Notamment, il y a beaucoup de choses qui pointent dans cette direction, notamment avec la démo de Crytek qu'on a vue, qui utilise les réflexions avec le ray tracing
ou en tout cas le ray tracing pour les réflexions, et qui tourne sur une AMD Vega 56, et qui tourne plutôt bien. L'ajout donc du ray tracing et du support du ray tracing sur Unreal Engine 4, sur Unity, etc. Et en gros, AMD aurait la volonté potentiellement de supporter l'API DXR, donc DirectX Ray Tracing, de Microsoft. Mais ça serait pour 2020. Ça serait pas les prochaines cartes directement qui sortiraient de chez AMD. Ça serait encore l'itération, à peu près l'itération, pas vraiment l'itération, mais je veux dire la gamme d'après, puisque ça se baserait toujours sur Navi, mais ça serait le Navi 20, le chipset Navi 20, qui du coup pourrait sortir en 2020, et qui pourrait rivaliser avec la RTX 2080 Ti en point de vue performance, que ce soit brut ou pour le ray tracing. C'est à mettre dans le contexte parce que si AMD a de tels plans pour 2020, et qu'on se dit oui, ils vont sortir une carte hyper haut de gamme qui va concurrencer une RTX 2080 Ti, qui aura le ray tracing, etc. Il faut savoir qu'en 2020, Nvidia aura certainement aussi annoncé déjà d'autres cartes graphiques, ou va annoncer des cartes graphiques en 2020. C'est-à-dire, les RTX datent de mi-2018. Généralement, une génération de cartes, ça fait 2 ans, voire un peu plus. Il y a de fortes chances qu'en 2020, Nvidia bosse déjà et est déjà, grosso modo, prévu de sortir d'autres cartes et qui présente même d'autres cartes courant 2020. Ça m'étonnerait pas. Donc, la RTX 2080 Ti ne sera sûrement plus la carte la plus puissante de chez Nvidia quand on sera mi-2020, voire fin 2020. Donc c'est pour ça que ça va remettre un petit peu en perspective. Mais c'est une direction et une rumeur qui me semble pas totalement infondée. Donc ça peut être un truc c'est une rumeur qui me paraît plausible. Et je pense que AMD pourrait aller dans cette direction-là. Ça serait d'ailleurs une bonne chose parce que, comme on le voit, tous les moteurs de rendu actuels ajoutent des fonctionnalités et le support du ray tracing. Donc c'est un truc qui va devenir de plus en plus commun dans les jeux vidéo. Donc il faut qu'AMD rentre aussi là-dedans. AMD aussi, je pense qu'ils veulent, quelque part, pousser le ray tracing et l'utiliser. Ils veulent que leur carte puisse le faire tourner pour que les consommateurs puissent apprécier cette nouvelle technologie et cette nouvelle méthode de rendu. Voilà. Mais c'est quand même des très grosses rumeurs. Comme rappelé dans ce petit article également de Comptoir Hardware, qui dit que ça pourrait être des très grosses rumeurs. Voilà, bon. On va continuer. On va continuer avec une petite news qui concerne bien évidemment un jeu vidéo. Plutôt 3 jeux vidéo. La série des Borderlands. Borderlands! Des jeux excellents. Si vous ne les avez pas faits, je vous conseille de les faire absolument. Le 1, le 2 et Borderlands de pre-sequel. Mais je vous conseillerais d'attendre un tout petit peu parce que on a des news très croustillantes sur ces 3 premiers opus et également sur Borderlands 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Gearbox Software, qui est le studio de développement de ces jeux-là, a, lors de la PAX 6, donc c'était le 28, lors d'une conférence, a dévoilé différentes choses pour la série Borderlands. Ils ont annoncé Borderlands 3, dont on parlera juste après, mais ils ont annoncé aussi des remasters, donc des versions remasterisées complètes de Borderlands 1, 2 et de pre-sequel. Donc notamment avec une sortie sur PlayStation 4 et Xbox One, donc Next Gen, avec des textures en 4K, etc. Borderlands 2 et Borderlands de pre-sequel, qui sont intimement liés parce que l'histoire, grosso modo, de pre-sequel se passe juste avant Borderlands 2. Et les histoires sont un petit peu entremêlées. Je veux dire, si vous jouez au 2, vous allez comprendre. Si vous jouez au 2 et à pre-sequel, vous allez comprendre. En gros, Gearbox Software ressort un package, la version remasterisée, qu'ils appellent Borderlands The Handsome Collection, parce que c'est avec Jack the Handsome, donc, qui comprend les 2 jeux remasterisés, avec des textures en 4K, des nouvelles, tous les DLC des 2 jeux, etc. Dispo sur PC, PS4 et Xbox One. Et ensuite, il propose également une autre version remasterisée complète de Borderlands 1, avec aussi des textures en 4K, mais aussi des nouveaux effets de lumière,
Des nouvelles mécaniques, je pense, un petit peu. Tous les DLC également. Plein de petits trucs qu'ils ont ajoutés à Borderlands 1, qui étaient présents dans Borderlands 2, mais pas dans le 1. Et ben dans la version remasterisée du 1, ils incluent des nouveaux trucs. Des trucs qui n'étaient pas dans le jeu original. Il faut savoir également que cette version Borderlands Game of the Year remasterisée sera gratuite. Sera gratuite si vous avez déjà Borderlands 1 sur Steam. En gros, si vous possédez déjà Borderlands 1 sur Steam, eh bien, vous avez déjà d'office gratuitement la version remasterisée en 4K qui va sortir avec tous les DLC et tous les trucs améliorés, etc., etc. Donc en gros, ce qu'ils ont apporté en plus, donc une remasterisation visuelle, donc qualité visuelle augmentée, 4K, Ultra HD, avec le support de l'HDR, des meilleurs éclairages, des meilleurs modèles de personnages, etc., etc. Donc visuellement remis au goût du jour. Et également, ce que je disais, ils ajoutent par exemple des trucs qui étaient dans Borderlands 2, mais qui n'étaient pas forcément dans le 1. Donc tous les objets comme l'argent, les munitions et la santé sont maintenant automatiquement ramassés depuis le sol. Vous n'avez plus besoin de cliquer pour ramasser les munitions, les objets, l'argent. C'est automatiquement ramassé. Ils rajoutent une espèce de petite minimap qui est la minimap de Borderlands 2, que tu peux activer ou désactiver, pour que ce soit un peu plus pratique. C'était une fonctionnalité apparemment qui était assez... qui manquait dans Borderlands 1. Et il y a aussi par exemple des nouvelles fonctionnalités dans l'inventaire qui te permettent de verrouiller certaines de tes armes pour ne pas les détruire et les balancer par erreur de ton inventaire. Avoir une gestion des objets simplifiée. Il rajoute également des trophées, il rajoute des nouvelles armes légendaires, il rajoute des boss fights, etc. avec plus de rewards et tout et tout. Il rajoute de la customisation. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Également, The Handsome Collection, donc Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel, aura les textures en 4K, les textures en 4K partout, de l'anti-aliasing amélioré, des ombres dynamiques et une nouvelle méthode d'occlusion ambiante, donc du Screen Space Ambient Occlusion. Ça, c'est pour la version The Handsome Collection. Donc, vraiment que des bonnes choses pour ces deux annonces de la part de Gearbox Software. Vraiment, le mieux également, c'est que la version Game of the Year remasterisée du 1 est gratuite si tu as déjà le premier jeu. Voilà. Et tout ça, ça sort le 3 avril. Donc c'est pour ça que je vous dis, attendez quelques jours et achetez ces versions-là si vous ne les avez pas pour jouer au jeu. Parce que ça sort dans 4 jours. Et voilà, vous allez avoir des versions améliorées du jeu avec tous les DLC. Sachant qu'en plus, Borderlands, c'est de la coop. Enfin, tu peux jouer en coop jusqu'à 4 joueurs. Et je pense que c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait en coop avec les 4 Dead. Donc absolument fabuleux. Absolument fabuleux. La patte graphique peut peut-être un petit peu déranger. Ça s'appelle du cel shading et c'est une espèce de... c'est un visuel qui rappelle les cartoons. C'est comme des dessins. Ça rappelle un petit peu le dessin, mais le jeu en soi est quand même très très beau. C'est sûr que c'est un style graphique qui est assez peu utilisé, qu'on voit très rarement dans les jeux vidéo. C'était d'ailleurs une des marques de fabrique de Borderlands, ce cel shading. Mais en gros, le jeu est quand même extrêmement beau, même avec ça, mais dans le sens où même si ça peut déranger certains, le jeu reste beau. Il y a des très beaux effets, très beaux effets de particules, d'explosions, etc., etc. Donc voilà. On va continuer avec l'annonce également de Borderlands 3. Il y a eu un trailer qui a été montré, je vous assure, on va le regarder. Et j'ai hâte de jouer à ce jeu. On n'a aucune date de sortie pour le moment, aucune idée de la date de sortie. Il est possible que dans le trailer, il y ait des annonces ou des intuitions, enfin bref, pas des annonces, mais des indices pour la date de sortie de Borderlands 3. Il y a des gens qui ont essayé de chercher, etc. On en parlera peut-être un petit peu après. Mais en tout cas, le trailer est cool.
il annonce une suite excellente, avec encore plus d'armes, avec des flingues qui ont des jambes. C'est absolument fabuleux, et bah écoutez, sans plus attendre, encore de la coop à 4 joueurs, etc. Donc toujours les bonnes choses. Et sans plus attendre, je pense qu'on va juste regarder ce magnifique trailer. On va se mettre en plein écran, on va mettre pause, et on va apprécier tout ça. Voilà. Est-ce qu'on est en 1080p, 1440p, c'est encore mieux, et c'est parti. Et voilà, et on retrouve plein de choses par rapport aux anciens jeux, des anciens personnages, Lilith, les mecs qui vendent du matos, etc., Claptrap, le flingue avec des jambes. Oh mon dieu, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Une bande-annonce un peu longue, plus de 6 milliards de guns, hein, d'armes, voilà. Parce qu'il faut savoir que sur Borderlands, c'était aussi une des particularités du jeu, les armes étaient générées aléatoirement. En gros, vous aviez des modèles d'armes, mais ça pouvait varier du tout au tout d'un point de vue des caractéristiques, parce que c'est un action RPG shooter, mais en gros, il y a des points de compétence, il y a des
Il y a un inventaire, il y a beaucoup de caractéristiques RPG, donc vous avez de l'équipement, qui a des dégâts, qui a des caractéristiques, voilà, les armes font du splash damage, des éléments, il y en a qui sont des armes acides, des armes de feu et tout et tout. Et en gros, les armes étaient, ces caractéristiques étaient générées aléatoirement, ce qui faisait qu'il y avait des millions de possibilités d'armes différentes, et des fois, t'avais des trucs complètement what the fuck, genre des fusils à pompe qui tirent des roquettes toutes les 3 balles, et qui plus tu tires, plus elles tirent vite, ou plus le fusil à pompe tire vite. Et en plus, ça fait des dégâts d'acide. Enfin bref, plein de trucs à la con, très très drôle. Un jeu, des jeux qu'il faut absolument que vous fassiez pour ceux qui ne les ont pas faits. Faites-les avec des potes également. Motivez-vous, à 2, à 3, à 4. C'est des jeux sur lesquels on peut passer des heures et des heures. Les histoires principales se font en 10-15 heures, grosso modo. Mais c'est un pur bonheur. Et après, les DLC rajoutent énormément de contenu. Énormément de contenu. Alors, merci à Rossi. 3 €, petit cadeau dominical. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi. Donc voilà. Et là, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie. Pas du tout de date de sortie. Apparemment, il y aurait des petits indices potentiellement dans le trailer. Des petits easter eggs. Il y a beaucoup, apparemment, de numéros 0, 1 et 1 sur les côtés des buildings. Notamment dans cette scène-là et aussi dans une autre scène. Il y a des 10, etc. qui pourraient peut-être pointer vers des dates. 0, 1, 10, ça pourrait être le 1er octobre, ça pourrait être le 10 janvier. À voir. Sachant qu'en plus, en octobre, c'est le 10e anniversaire de Borderlands et de la franchise. Puisque ça veut dire que... puisque le premier Borderlands est sorti en octobre il y a 10 ans, en 2009. Donc ça pourrait être un bonne petite façon de commémorer les 10 ans de la franchise en lançant Borderlands 3 en octobre. Potentiellement du coup le 1er octobre. Hein, voilà. À voir. Ceci n'est qu'une grosse rumeur. Aucune information n'a été communiquée là-dessus, mais on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. C'est ce que j'ai envie de dire. Hein. On va continuer avec la news qui concerne Nintendo. Nintendo, et à l'heure actuelle, si vous n'êtes pas au courant, je vous l'annonce, vous pouvez avoir 1 an d'abonnement gratuit au Nintendo Online pour la Switch si vous avez un compte Amazon Prime avec le Twitch Prime, grosso modo. Vous savez potentiellement, donc si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez par défaut un compte Twitch Prime, parce que Amazon et Twitch, c'est la même boîte. Amazon a racheté Twitch il y a de cela 3 ans, quelque chose comme ça, bref. Donc si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez aussi un compte Twitch Prime, vous avez un abonnement offert pour n'importe quel streamer par mois, qui est gratuit. Donc vous pouvez vous abonner à n'importe qui sur Twitch pendant 1 mois, de manière gratuite. Et également, du coup, Twitch Prime essaye d'offrir des récompenses, des trucs in-game pour les jeux, à peu près de manière régulière, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des cosmétiques sur Overwatch, ils offrent des lootbox, ils offrent des lootbox sur Apex, ils offrent du contenu en jeu sur Warframe, etc., etc. Donc il y a plein de petits trucs qui sont offerts quand on a un compte Twitch Prime, il faut aller checker de temps en temps. Et là, Nintendo s'est mis en collaboration et en partenariat avec Twitch pour offrir jusqu'à 1 mois d'abonnement Nintendo Online pour la Switch gratuitement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, vu que tu peux te faire un compte Twitch Prime pendant 30 jours gratuit, ce que fait Nintendo, c'est qu'il propose 3 mois gratuitement au début. Et si tu es encore abonné à Twitch Prime 3 mois après, il propose les 9 mois restants. Donc si tu as pris un abonnement Amazon Prime à l'année, il n'y a pas de souci, tu auras ton 1 an gratuit. Mais même si tu veux juste faire un compte Twitch Prime d'essai pendant 30 jours, avec un compte Amazon Prime pendant 30 jours, tu pourras quand même avoir 3 mois gratuits de Nintendo Switch Online. C'est quand même pas dégueu. Donc ce qu'il faut du coup, c'est aller sur Twitch, aller sur l'onglet Prime, ça va vous ramener sur la page de Twitch Prime linkée à Nintendo. Ensuite, ça vous ramène sur le site de Nintendo. Vous vous connectez bien évidemment à votre compte Nintendo Shop ou eShop ou votre compte Nintendo que vous utilisez sur la Switch. Et là, du coup, vous pouvez réclamer
les 3 mois d'abonnement gratuit au Nintendo Online, et après, dans 3 mois, il faudra réclamer les 9 mois restants. Le seul petit bémol, c'est que Nintendo te demande tes informations de crédit, de carte de crédit ou de PayPal pour l'abonnement Nintendo Online, pour pouvoir renouveler automatiquement ton abonnement après que ton année de gratuité soit finie. Mais plutôt que de demander ça dans un an, ils te demandent ça avant. Tu vois, c'est la petite astuce du côté Nintendo. Ils te demandent de rentrer soit ta carte de crédit, soit ton compte PayPal. Ils t'offrent 1 an d'abonnement. Mais après, ça va se renouveler automatiquement. Et puis comme ils t'ont demandé tes informations de paiement, bah, ça va se renouveler directement et tu seras prélevé directement. C'est pour ça que si jamais vous faites ça, n'oubliez pas dans 1 an, si jamais vous voulez vous désabonner, de le faire. Voilà, parce que sinon c'est renouvellement automatique. Mais c'est quand même un truc plutôt pas dégueu, quoi. On vous offre 1 an d'abonnement Nintendo Switch Online. Et en plus, chose que je n'ai pas, je l'ai récupéré, parce que j'avais pas encore acheté le online pour la Switch, alors que j'ai Smash Bros, etc., etc. Également, concernant la Nintendo Switch, on a aussi d'autres trucs qui sont apportés par ce Nintendo Switch Online. Ça vous permet pas seulement de jouer en ligne, ça vous permet aussi d'avoir accès à beaucoup de jeux sur la NES qui sont émulés sur la Switch. Donc vous avez accès à plein de jeux NES qui sont à partir de la Switch. Vous avez la sauvegarde des données en ligne, vous avez une application smartphone, etc., etc. Bon, la Switch, il semblerait qu'il y ait 2 nouveaux modèles de Switch qui pourraient arriver cet été et qui pourraient être présentés lors de l'E3. Donc on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais la Switch est quand même sortie il y a 2 ans, ce qui est quand même plutôt... je veux dire, c'est pas vieux, mais ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie, etc. Et il se pourrait que Nintendo veuille renouveler un petit peu la Switch en apportant des nouveaux modèles qui seraient des upgrades, entre guillemets, de cette console. Il pourrait apporter 2 modèles, un qui serait un modèle plus cheap, donc moins cher de la Switch, qui viserait peut-être sûrement à remplacer les consoles portables, notamment la 3DS, la dernière 3DS, donc avec un écran un peu plus petit, avec une moins bonne résolution que la Switch actuelle, moins de fonctionnalités que la Switch actuelle, et il pourrait également sortir une version, on va dire pro, qui serait beaucoup plus puissante, ou en tout cas plus puissante que le premier modèle de Switch, pour essayer de faire tourner des jeux plus récents, comme là, genre comme une PS4 Pro, quoi, ou comme une Xbox One X. Nintendo pourrait faire une Nintendo Switch Pro, ou une Nintendo Switch X, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, on aurait potentiellement 2 nouveaux modèles de Switch. Un modèle plus puissant, qui permettra aux devs de faire tourner des jeux plus beaux, etc., en meilleure résolution, on aurait peut-être un écran avec une plus haute résolution, etc., et un modèle plus entrée de gamme, plus petit certainement, pour remplacer potentiellement les 3DS, etc. Voilà, c'était les 2 petites news sur Nintendo. Et on va passer en attendant sur une news qui concerne Apple. Apple, pas du tout. Une news qui concerne Asus et la sécurité informatique. Alors, Azouille. En gros, il y a eu une petite backdoor sur un des logiciels d'Asus qui s'est transformé en espèce de grosse faille majeure avec une opération qui s'appelait Shadowhammer. Yes. Donc en gros, c'est un logiciel propriétaire de chez Asus qui avait une faille de sécurité qui était le Asus Live Update, qui est un logiciel de chez Asus qui permet de mettre à jour plus facilement ses pilotes et ses drivers de son PC portable ou de sa carte mère, etc., etc., chez Asus. Donc c'est du made in Asus, etc. Il semblerait que ce petit logiciel avait une faille de sécurité et une petite porte d'entrée qui permettait d'installer n'importe quoi sur le PC. Grosso modo. En gros, ce qui marchait, ce qui se passait,
une grosse campagne de hack qui a été lancée, qui s'appelait du coup Shadowhammer, qui se basait sur l'ajout d'une backdoor au logiciel Asus Live Update, ainsi que sur 3 autres fournisseurs de matériel asiatiques. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que les pirates ont réussi à voler les certificats assurant l'authenticité de l'installateur sur d'anciennes versions, et ils ont injecté un bout de leur code dans ces versions du logiciel, qui ensuite ont été téléchargés par des utilisateurs et installés par des utilisateurs. C'était quand même une grosse faille de sécurité du côté de chez Asus. Parce que du coup, ils ont récupéré le certificat qui dit à votre PC, oui, ce logiciel est un logiciel legit, c'est une bonne version du logiciel, c'est une version certifiée par Asus, etc., qui est garantie sécuritaire, et donc ils ont récupéré ces certificats-là, qui leur permettaient du coup d'injecter un bout de leur code pour ensuite, sur les versions actuelles qui sont sur les serveurs de mise à jour, oh, je vais vous lire le truc, hein. Les pirates ont piqué les certificats assurant l'authenticité de l'installateur sur d'anciennes versions, puis ont injecté un petit bout de code qui fait pas du bien, évidemment, avant de s'introduire dans les serveurs contactés lors de la mise à jour par Asus, afin de se déployer tranquillement chez les utilisateurs. Donc en gros, ils récupèrent les certificats de sécurité, ils injectent un bout de code dans la version du logiciel qui peut être déployé sur les utilisateurs, et en gros, les utilisateurs, eux, vont contacter les serveurs pour avoir la nouvelle version, télécharger la nouvelle version, et en fait, la version qu'ils vont télécharger va être une version qui va être vérolée par le petit bout de code qui a été injecté par les hackers. C'est un petit peu aussi ce qui s'est passé avec CCleaner. À peu près. CCleaner, en gros, la version que tu téléchargeais depuis les serveurs de la boîte, eh bien en fait, avait un malware parce que des mecs avaient réussi à s'infiltrer sur les serveurs et à injecter un malware dans l'installateur de CCleaner, et ça passait inaperçu. Et du coup, la version qui était téléchargée par les utilisateurs de CCleaner avait un malware. Ça a été corrigé, bien évidemment, mais à peu près, c'est le même délire avec Asus. Sauf que Asus Live Update est utilisé sur beaucoup de PC. Et en gros, le hack semblait plutôt ciblé, ça vérifie l'adresse MAC, qui est l'adresse unique physique de vos cartes réseau. Et ensuite, après, qu'en gros, ça injecte du code dans votre machine, et ça peut injecter à peu près ce que ça veut dans votre machine une fois que le logiciel est installé et que la porte d'entrée, ou plutôt la backdoor, donc c'est la porte d'arrière, est installée et est en place. D'ailleurs, Kaspersky, qui sont les mecs qui ont découvert cette campagne de hack, suppose un lien entre les hackers de CCleaner et ceux-là. Voire pire, voilà, voire pire, entre guillemets. Donc comme c'est quasiment le même type d'attaque, il peut y avoir un lien entre le hack qu'avait eu CCleaner et celui d'Asus. Bon, l'attaque elle a été détectée et transmise à Asus le 3 janvier, donc ça fait quand même 3 mois, mais elle n'a été dévoilée au grand public qu'aujourd'hui, donc c'était je pense que c'était le 29 ou le 26 mars, donc c'était au début de la semaine. Parce que si tu dévoiles au public qu'il y a des failles de sécurité, du coup tout le monde le sait, et ça ouvre la porte potentiellement à plus de hackers le temps qu'ils corrigent la faille. C'est aussi pour ça qu'au niveau des failles de sécurité, des fois, c'est pas communiqué tout de suite au grand public. C'est communiqué d'abord à l'entreprise qui est concernée, en interne, enfin pas en interne, mais de manière secrète, pour que l'entreprise ait le temps de travailler sur des correctifs, des patchs, etc., et des updates de sécurité pour corriger ce hack, et ensuite c'est dévoilé au public. Grosso modo, une fois que la faille est corrigée, ou presque corrigée, c'est dévoilé au public. Parce que si tu dévoiles la faille directement au grand public, il y a encore plus de hackers qui vont profiter de cette porte de cette backdoor qui est installée sur des dizaines et des dizaines de milliers de machines. Donc apparemment, d'après une analyse, les téléchargements de logiciels, la version affectée a été distribuée surtout en Russie, en Allemagne et en France. 13% en France, 14% en Allemagne, 18% en Russie. Et je pense qu'il y a des milliers de PC
touché, je ne sais pas exactement le nombre exact, mais il y avait beaucoup de PC qui ont été touchés par cette faille. Il y a un outil qui est mis à disposition pour voir si votre adresse MAC est dans la liste des PC qui a été infecté. Donc vous pouvez directement aller sur ce petit site qui s'appelle Shadowhammer. Bah en gros, attendez, je vais copier le lien. C'est un truc qui a été mis en place, donc c'est un site qui a été mis en place par Kaspersky, et vous pouvez aller, si vous tapez Shadowhammer Kaspersky dans Google, vous devrez tomber dessus, et ça vous permettra de vérifier si votre PC Asus est infecté ou pas. Donc c'est celui-là. Et ensuite, vous pouvez aller voir, vous pouvez soit entrer votre MAC adresse, ou notamment, je pense qu'il y a un lien pour télécharger l'outil pour faire le check à l'interne. Ou sinon, il vous explique comment trouver votre MAC adresse ou votre adresse MAC à partir du terminal et là, du terminal. Vous avez juste à taper ipconfig espace /all et vous allez avoir votre adresse MAC de votre carte réseau. Voilà, c'est pas très compliqué en soi. Ensuite, autre news qui concerne Office Depot. Alors, Office Depot, vous connaissez certainement pas. C'est un magasin nord-américain qui fait des fournitures de bureaux, des PC, de la technologie, de la high-tech, etc. Donc ils vendent des PC, des imprimantes, des téléphones, des papiers, des cartouches d'encre. Ce genre de magasin-là, quoi. Le magasin qui vend un peu tout relié au bureau et au travail. Eh bien, cette enseigne a été condamnée à payer 25 millions de dollars pour fraude aux consommateurs avec la vente d'un faux service d'antivirus et d'anti-malware. Alors, il y a une vidéo en plus qui est sortie aujourd'hui de Micode qui, grosso modo, parle un peu de ce problème-là, mais sans citer Office Depot, parce que la news vient de sortir et ces vidéos sont... ça fait un moment qu'il fait les recherches, etc. Mais qui parle des arnaques au téléphone pour les faux antivirus et les faux virus que vous avez sur vos PC. Genre en gros, vous allez sur un navigateur, vous allez sur un site de streaming, et là vous avez une pop-up qui s'affiche en grand, votre ordinateur est infecté, attention, contactez-nous à tel numéro, ne redémarrez surtout pas votre ordinateur, sinon il se peut que votre donnée disparaisse, contactez-nous immédiatement pour enlever vos virus, et voilà. T'appelles le numéro, c'est des arnaques, ils essayent de te persuader que ton ordinateur a un problème, qu'il y a des virus, qu'il y a des malwares, etc. Que si tu fais rien, tu vas perdre potentiellement toutes tes données sur ton disque dur, ou qu'un hacker a récupéré tes données de carte de crédit, tes informations personnelles, et qu'il faut absolument que tu achètes un de leurs services et un de leurs antivirus pour pallier à ce problème-là. Donc, des bonnes grosses arnaques téléphoniques essentiellement. Et en gros, Office Depot apparemment faisait ça également. Ils vendaient à leurs consommateurs des antivirus et des anti-malware, ou plutôt un service d'enlèvement de malware, qui était totalement fake, grosso modo. Et justement, c'est support.com, le service qui s'appelle support.com, qui était une filiale d'Office Depot et d'Office Max, qui de 2009 à 2016 proposait un service de maintien en forme de votre PC, qui du coup était une espèce d'application de diagnostic hardware et software du PC, qui disait « Oh attention, vous avez des malwares, il faut que vous achetiez nos services. » Voilà. C'était vraiment parfait. Donc en gros, c'est vraiment voir qu'une compagnie physique qui est genre aussi grosse qu'Office Depot fasse ça, c'est infernal et c'est impensable. C'est impensable. En gros, support.com, à côté d'avoir un espèce d'application de diagnostic hardware, son vrai but au programme, c'était de vendre aux consommateurs un service d'enlèvement de malware.
L'application affirmait également avoir détecté des infections alors qu'il n'y avait aucune infection et aucun virus présent. Donc c'était en mode genre « Oh, vous êtes infecté » alors qu'en fait, il n'y a rien. Donc si on en croit la... Bah pas la mise en demeure, mais en gros les... Comment dire, complaints, c'est... j'ai plus le mot en français, mais bref, c'est pas grave. Leur programme et leur application ne pouvaient en aucun cas trouver ou identifier quelque menace que ce soit. Donc il n'y avait pas les capacités dans le logiciel pour faire ça. Donc du coup, c'était que des fake informations et des fake menaces en mode genre « Oh, vous êtes infecté, tout ça, tout ça ». Il y avait des... Le programme causait des pop-up fréquentes et d'autres problèmes qui pouvaient potentiellement t'empêcher d'accéder à Internet. Tu sais, ça change tes proxys et du coup, tu n'as plus Internet parce que ça passe par des proxys dégueulasses et tu es obligé de faire t'es obligé de faire du travail manuel, en gros, de remettre tes proxys comme ils étaient, etc., manuellement pour avoir accès à Internet. Ça ralentissait ton PC, ça t'informait que tu étais infecté par des virus et ça te demandait de payer pour des services d'antivirus ou d'anti-malware et ça faisait crasher ton PC. Et en gros, Office Depot ensuite vendait des suites d'antivirus et d'anti-malware qui pouvaient aller jusqu'à 300 $ par service. Alors que ton PC n'avait pas de problème. Et du coup, ce petit manège a duré de 2009 à 2016, où du coup, ils ont été... je pense qu'il y a beaucoup trop de consommateurs qui se sont plaints, qui ont porté plainte, etc. Ça a dû remonter à des oreilles de gens un peu plus placés, un peu plus haut placés, et ils ont été condamnés aujourd'hui à payer une amende de 25 millions de $ pour arnaque aux consommateurs. Voilà. Je sais pas si c'est une filiale de Home Depot par contre. Pas sûr. Pas sûr. Et on va finir ce petit Tech Talk avec des news qui concernent Apple. Apple a annulé la sortie du AirPower, qui était censé être la station de recharge sans fil qu'ils avaient présentée, je pense, en 2017, en disant genre, on va sortir une station de recharge sans fil sur laquelle vous allez pouvoir recharger votre iPhone, votre iWatch et vos AirPods. Donc c'était le truc blanc que vous voyez en dessous ici. Ça avait été présenté et un peu annoncé en 2017 lors de la keynote d'Apple. Il n'y avait pas de prototype fonctionnel qui avait été présenté jusqu'à présent. En 2018, ils en avaient très brièvement reparlé, mais quasiment pas. Et depuis la keynote de 2018, Apple avait essayé d'effacer les traces du AirPower sur Internet, genre en supprimant la page qui listait le AirPower sur le site d'Apple, etc., en enlevant les photos du AirPower qui traînaient sur Internet, sauf que bon, forcément ça marche pas. Les gens ont commencé à être un petit peu suspicieux en se disant genre, mais pourquoi est-ce que Apple essaye de cacher le AirPower ? Eh bien, c'est chose faite, ils l'ont annoncé, ils annulent la sortie du AirPower, c'est quelque chose qui ne se fera pas parce que d'un point de vue design et conception, c'était trop compliqué pour eux, les ingénieurs n'avaient pas à proposer un produit qui soit suffisamment de bonne qualité et qui correspondait aux attentes qu'avait Apple par rapport à cet AirPower. Voilà. Donc c'est pas un troll, ils ont vraiment, je pense, annulé complètement le AirPower parce que c'était genre juste... Pour l'instant, ça ne marche pas. Peut-être qu'ils ressortiront un produit similaire plus tard, ou qu'ils le referont ou qu'ils le repenseront, mais à l'heure actuelle, ils l'ont annulé parce qu'ils n'arrivent pas à délivrer un truc qui soit comme ils le veulent. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose qui leur plaise, je pense. Et en attendant, il y a eu une conférence également d'Apple, donc il n'y a pas longtemps, et ils ont introduit un truc assez nouveau. Je pense que c'est un des premiers trucs qui me hype de chez Apple depuis longtemps, et c'est leur système de carte de crédit. Apple a annoncé une nouvelle carte de crédit qui s'appelle la Apple Card, qui grosso modo fonctionne conjointement avec le wallet, donc le portefeuille qu'il y a sur iPhone. Et en plus d'avoir du coup
une carte virtuelle, qui soit dans ton téléphone, sur ton wallet, sur ton iPhone. Ils annoncent également une carte physique, donc qui sera reliée à ça, sur lequel du coup il n'y aura aucun numéro de carte, parce que ça sera directement sur l'application dans l'iPhone, aucun numéro de sécurité, parce qu'il sera directement sur l'iPhone, et pas de date d'expiration. Alors c'est sûr, c'est le genre de truc où bah oui, du coup il faut un iPhone pour profiter de ce service, et pour l'instant c'est un service qui va se lancer juste aux États-Unis, mais j'espère qu'on le verra venir plus tard au Canada et en Europe, parce que pour tous les gens qui ont un iPhone ou qui potentiellement veulent changer de téléphone, qui considèrent l'iPhone, etc., ça peut être un argument en plus, parce que c'est une carte de crédit qui du coup est sans frais, qui est utilisable dans tous les pays qui prennent Mastercard ou potentiellement Visa. Bah, je pense que c'est en collaboration avec Mastercard, donc c'est tous les pays qui prennent Mastercard, tous les terminaux qui acceptent les Mastercard et les cartes de crédit Mastercard sont compatibles et vont fonctionner avec cette nouvelle carte. Si jamais vous craignez de ne pas pouvoir utiliser le sans contact, bah vous pouvez toujours commander la carte physique qui, elle, du coup, marchera sans contact, mais aussi en l'insérant dans le terminal. Et aucun frais à l'étranger, aucun frais à l'année, au mois, quoi que ce soit. Et pour moi, du coup, c'est un des trucs qui me hype le plus de chez Apple, quoi, pour l'instant. Après Google Pay, maintenant Apple Pay. Non, parce que Apple Pay, ça existe depuis un moment. Apple Pay, ça existe depuis un moment. Apple Pay, Google Pay, moi j'utilise Google Pay. J'ai ma carte de crédit sur mon téléphone, j'utilise Google Pay. C'est bien. Sauf que ma carte de crédit, c'est toujours la carte de crédit que j'ai avec ma banque, pour laquelle je paye des frais à l'année, qui sont pas donnés. Moi, ma carte de crédit, personnellement, je la paye 10 balles par mois. Ça me fait chier. Et je peux vous assurer que j'ai regardé plus d'une fois pour utiliser des services de banque en ligne, qui, du coup, basent leur service sur le fait que les banques en ligne, forcément, n'ont pas forcément de prêt pour avoir une carte de crédit. Que t'as pas besoin de payer ta carte de crédit au mois, à l'année, que t'as pas de frais non plus si t'es à l'étranger, que t'as pas forcément de frais si tu fais plus de 30 transactions ou 30 retraits, etc., etc. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, pour moi, c'est quand même un truc différent d'Apple Pay. Alors oui, ça marche avec Apple Pay, mais c'est une toute nouvelle facette d'Apple Pay, dans le sens où là, du coup, tu auras une carte de crédit sur ton iPhone. Alors oui, tu dois toujours transférer de l'argent sur ton portefeuille Apple, parce que c'est ton portefeuille qui va être Apple qui va être utilisé, donc ton wallet Apple sur l'iPhone qui est utilisé comme application de base et sur lequel tu as ton argent. Mais tu peux payer avec ça où que tu veux, sans frais, genre t'as pas besoin d'autres cartes de crédit, quoi. On s'en fout, non? Ça dépend, tu t'en fous, mais personnellement, je m'en fous pas. Parce qu'il y a qu'à voir le nombre de banques en ligne qui grossit chaque jour et qui essayent de contrer les problèmes des banques traditionnelles physiques, notamment avec les cartes de crédit. Je veux dire, maintenant, tu as des services de cartes de crédit qui sont gratuits avec les banques en ligne, qui offrent des retours sur les achats que tu fais, c'est-à-dire tu as du cashback, c'est-à-dire que tu payes 100 balles avec ta carte de crédit. Sur ces 100 balles, tu as 1% qui te revient. J'ai vu aucune banque physique quasiment qui proposait ça. Ou presque pour l'instant. Elle commence à le faire. Mais ça, c'est un truc que les banques en ligne ont introduit. Alors, ça peut vous paraître inutile, nul, on s'en fout, etc. Mais moi, je trouve que arriver avec un truc comme ça, pour avoir regardé en Amérique du Nord les services de cartes de crédit qui sont proposés, etc., etc., je préfère largement avoir une carte de crédit chez Apple, par exemple, qu'aller chez une banque en ligne que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Parce que oui, il y a des bonnes banques en ligne qui existent, mais personnellement, on va dire que j'ai plus confiance dans Apple, qui est une société qui a fait ses preuves, qui est là depuis très longtemps, que dans une banque en ligne qui existe depuis 2-3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de frais, du cashback, etc., etc. Vous avez une carte, la carte là, elle est bien, elle est en titane, carte en métal. Ça aussi.
Le jour où je vois des banques physiques qui commencent à faire des cartes en métal, j'achète. Le problème de ça, c'est que si tu as un problème quelconque, tu ne peux pas te rendre à ta banque, il n'y a rien de physique. Effectivement, c'est un des problèmes, mais c'est le même problème avec les banques en ligne. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas switché et j'ai pas fait le changement à une banque en ligne et que je suis encore en train de payer 10 balles pour ma carte de crédit tous les mois. Ça me fait chier, mais je suis encore en train de payer 10 balles. Parce que si j'ai un problème, j'ai quelque part où aller, de physique. J'ai une personne physique qui peut m'aider à peu près partout. Donc voilà. Avec l'Apple Card, tu as 2% de cashback. Alors oui, tu as 2% de cashback quand tu utilises le téléphone avec Apple Pay. Si tu utilises la carte physique, je pense que c'est 1,5 ou 1% de cashback. Voilà. Mais d'accord. Ah d'accord. Si je scroll trop, ça... D'accord. Super site. Super site. Mais il va y avoir des problèmes de sécurité, comme le fait que tu te fais voler ton iPhone, tu peux payer avec. Alors, j'aime bien les gens qui mentionnent ça, parce que souvent, pour payer avec ton téléphone, tu es obligé d'avoir soit l'empreinte, soit la reconnaissance faciale. Donc en gros, je veux dire, sur l'iPhone, il faut que tu aies Face ID, ou que tu mettes ton empreinte pour payer au moment de payer. C'est-à-dire que si quelqu'un vole ton téléphone, il ne pourra pas payer, parce qu'il n'a pas ton empreinte et il n'a pas ta face. Et en plus, je veux dire, quelqu'un me vole ma carte... Quelqu'un me vole ma carte que j'ai là. Je cache les numéros, bien évidemment. Quelqu'un me vole ma carte que j'ai là. Il peut aussi payer avec. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Avec le tap, il peut payer. En plus, ici, le sans contact, c'est jusqu'à 100$. Donc, il peut quand même aller payer jusqu'à 100$. Sans problème. Il peut aussi acheter sur Internet sans problème. C'est pareil. Et je pense que il n'a pas besoin de mon empreinte. Il n'a pas besoin de ma face pour payer avec ça. C'est pour ça que quelque part... Ton téléphone est limite plus sécurisé. Avoir ta carte de crédit sur ton téléphone, c'est limite plus sécurisé que d'avoir ta carte physique. Parce que ta carte physique, t'as... Genre, à partir du moment où un mec a ta carte physique, bah... Il peut payer sur Internet, en sans contact, où il veut, sans avoir besoin de ton empreinte ou de ta face. Suffit d'une photo imprimée de ta face pour voir ta face, non? Non mais Face ID, putain, Face ID. Face ID, un des trucs les plus sécuritaires qui existent en matière de déverrouillage de téléphone, et même de quoi que ce soit. Reconnaissance faciale en 3D. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'il y avait pour ce Tech Talk. Ça a quand même duré 1h24, notamment on a passé 20 minutes à parler d'Epic Games au début, ça sera certainement dans le live, mais bon, bien évidemment, timestamp et tout. Bref, en attendant, j'espère que vous avez aimé ça, likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire comme d'habitude, et sur ce, moi je vous dis... à ciao, bonsoir.